Bonjour et bienvenue donc à cette conférence. Je suis Sophie Audic de la société Mevart et je suis accompagnée d'Albéric de la société Mevart également et de Marion Rivolier qui est architecte et scénographe pour l'agence Les Crayons. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Smart Innovation et de Low Tech et de la manière dont on intègre ça chez Mevart et comment on voit aussi évoluer les projets sur lesquels on travaille. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que face à l'urgence climatique, tous les acteurs, les institutions, les musées, les architectes et les fabricants comme nous, on tend tous à renforcer notre stratégie de développement durable. Les critères environnementaux et sociétaux, on le sent vraiment monter, vont devenir vraiment des critères extrêmement importants dans la sélection des projets et aussi dans la sélection des appels d'offres, et donc vont mener la réalisation des projets futurs. Et donc nous tous, l'ensemble des acteurs dont vous faites partie aussi, on se demande comment on peut accélérer nos efforts, d'une part face à cette urgence, et puis concilier l'innovation, les exigences environnementales et l'univers muséal, ce qui est quand même assez nouveau finalement sur ce secteur. Donc ce qu'on voit venir, c'est de l'architecture passive, ce sont des notions justement de muséographie durable, de transformation de l'existant, et c'est ce qu'on vous invite donc à voir aujourd'hui à travers les projets dont nous allons vous parler et aussi nos développements de vitrines. Donc déjà en quelques mots rapidement, la société Mevart, donc nous sommes fabricants de vitrines. Notre mission, c'est vraiment d'aider à présenter, à conserver et à protéger les collections. Ici, vous avez une image d'une... Ah, mais il n'est pas passé. Ah oui, c'est ça, c'est faut que tu passes. Voilà, tu veux que je le prenne? Oui. Ici, vous avez une image qui est vraiment représentative en fait du cœur de notre métier, de la vitrine de l'agneau mystique, qui a été réalisée à Gand en 2022, et donc pour ce retable on a construit une vitrine qui est tout à fait exceptionnelle, qui fait 6 mètres de haut, 100 mètres cubes en fait, pour protéger justement ce retable, qui a demandé en fait qu'on relève énormément de défis, que ce soit technique pour la conservation, mais aussi esthétique pour se marier en fait au lieu et à cette œuvre exceptionnelle. On met en œuvre en fait des compétences clés sur lesquelles on s'appuie pour tous nos projets. Tout d'abord des compétences en design et en ingénierie que l'on déploie sur des projets sur mesure, comme ici par exemple au musée de Cluny, que l'on a réalisé aux côtés d'Adrien Gardère, donc un musée qui a réouvert très récemment au printemps, et où là encore on est vraiment sur des vitrines sur mesure et l'utilisation de matériaux tout à fait spécifiques, comme ici le Viroc, qui n'avait encore pas été utilisé en muséographie. Voilà, ici une image également, une autre image de Cluny, une image du musée du Louvre à Abu Dhabi également. Un projet donc avec le designer Renaud Pierrard et les architectes des ateliers Jean Nouvel. Donc là aussi, il nous faut répondre à des contraintes de conservation extrêmement strictes pour que les œuvres des musées du monde entier puissent être prêtées et circuler et s'adapter à des musées qui ont des exigences aussi spécifiques, comme ici. Il fallait par exemple que les vitrines puissent résister au tremblement de terre. Donc on est à la fois sur des critères techniques et esthétiques assez poussés. Ici le New York Historical Society avec des vitrines en verre incurvé et anti-reflet.
Une autre compétence que l'on met également en œuvre, c'est la gestion de projet et l'approche collaborative sur des projets beaucoup plus complexes où en plus des vitrines, on va aussi intervenir sur l'aménagement et où il faut réunir un ensemble de partenaires pour justement développer tout ce qui est aménagement, signalétique et vitrine. Ici, ce qui est assez fascinant dans ce projet pour le Musée des Beaux-Arts d'Anvers, c'était vraiment le degré d'exigence en termes de finition, de match des matériaux entre la signalétique, les murs, etc., qui a vraiment demandé en fait de la mise en œuvre de savoir-faire très diverses et poussées. Et puis, il y a aussi la dimension technologique qui est très importante. On a récemment en fait mis en œuvre des vitrines anoxiques, donc sans oxygène, extrêmement grandes, qu'on n'avait jamais encore réalisées auparavant. On avait développé des vitrines beaucoup plus petites, mais là, le fait de leur taille, en fait, il a complètement fallu revoir les procédés de fabrication pour ce projet du Catskill qui est tout à fait fascinant avec ces robes de soie et de lin qui étaient sous le sable en fait ensevelies pendant des années et qui ont été remontées à la surface et qui nécessitaient donc des vitrines sans oxygène pour pouvoir continuer à garder leur état d'origine. Voilà. Et puis la dernière compétence clé que l'on développe et celle qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment cet engagement très fort dans le développement durable qui fait partie de l'ADN de la maison, qui est visible ici à travers cette nouvelle usine que l'on a investie en juillet 2020, donc une usine construite à Gand. Donc en fait, Mevart est entièrement intégré en conception et en ingénierie. Et donc, il y a vraiment eu toute une réflexion pour que cette usine soit verte, hein, comme les Green Factory que l'on voit désormais avec différents systèmes mis en place pour en faire une usine écologiquement très satisfaisante. Voilà, donc c'est un engagement sincère et surtout mesurable et mesuré avec des normes que l'on voit aussi apparaître de plus en plus dans notre secteur. Donc Mevart est certifié ISO 14001. La norme ISO 14001, elle apporte aussi la preuve qu'on met en place une démarche d'amélioration sur le long terme et une démarche continue pour réduire tous les impacts environnementaux de l'entreprise. Donc c'est un marqueur fort d'une démarche environnementale qui est menée et bien exécutée. Voilà. Alors cet engagement, c'est évidemment dans notre ADN de société, mais on sent aussi justement monter cet engagement dans l'ensemble de l'univers muséal. C'est le thème du CITEM d'aujourd'hui. C'est un thème phare de cette édition. C'est aussi au cœur des préoccupations des autorités et des donneurs d'ordre. On a vu l'OPIC en octobre 2022 qui a signé une convention de partenariat en faveur de l'environnement avec la compagnie des architectes en chef des monuments historiques. Donc c'est une convention qui va vraiment pousser à faire avec l'existant et à se diriger vers des travaux de rénovation où on préserve aussi l'existant plutôt que de faire forcément des projets neufs. Et puis le ministère de l'économie aussi qui a édité un guide à destination des marchés publics justement pour aider dans le choix pour s'aiguiller justement vers des prestataires qui respectent cette nouvelle exigence en termes d'écologie.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on va, on a décidé nous vraiment d'aller plus loin et de sculpter. Voilà, on s'est dit ok, on a fait une usine verte, mais au-delà de ça, on va vraiment décliner en fait toute cette stratégie environnementale à travers donc nos nouveaux locaux, mais aussi en intégrant des nouvelles manières de faire, une R&D qui est à la fois tournée vers des technologies très pointues comme celles qu'on a vues, mais aussi vers de la low-tech, et puis à travers nos produits aussi d'intégrer au maximum cette dimension durable. Voilà, donc pour passer rapidement, et ben c'est déjà donc dans cette nouvelle usine qui est équipée de panneaux solaires sur le toit, qui nous permet donc une indépendance énergétique le plus possible. Et puis de l'apiculture aussi sur le toit, également des bornes de voitures électriques, un local à vélo. Donc quand on vient au bureau, en fait, c'est assez agréable parce que même pour nous qui voyageons, on peut emprunter des vélos. Et finalement, tout ça, c'est voilà, on a l'impression que finalement tout le monde le fait parce que c'est vraiment dans l'air du temps, mais on se rend compte que mettre ça en œuvre finalement à l'échelle d'une entreprise, c'est vraiment quelque chose aussi qui se réfléchit et qui nécessite un investissement et une volonté de tous. Ensuite, quand on descend aussi plus au niveau du transport et du packaging, on a eu toute une réflexion autour de packaging plus plat, donc des flat packs en carton qui permettent de limiter le volume le volume des vitrines et de tous les éléments qui sont transportés. On utilise également des caisses en bois pliables et réutilisables. Donc là aussi, la gestion des déchets sur les chantiers deviennent vraiment des points qu'on nous demande de développer et d'argumenter. Et puis, en termes de produits aussi, on est en train de réfléchir à comment rendre nos produits toujours plus durables et aussi évolutifs, et de pouvoir servir l'ensemble des musées. C'est vrai que je vous ai montré des projets qui sont d'envergure et qui sont vraiment marquants de nos réalisations, mais on a aussi à cœur d'équiper des projets, des musées plus petits, et de pouvoir les accompagner aussi sur le long terme en présentant pas seulement des projets sur mesure, des produits sur mesure, mais aussi donc des produits qui sont sur stock et qui sont suivis et qui permettent justement aux musées de s'équiper à leur rythme et de pas être forcément dans une optique de consommation et de vente effrénée, et de se dire qu'on a aussi envie d'être de pouvoir les accompagner sur le long terme. À chaque fois, ces produits, on les réfléchit de manière à ce qu'ils soient aussi adaptables à des scénographies, à des muséographies. Donc avoir un design minimaliste à la base, et puis qu'on peut agrémenter d'habillage, des vitrines que l'on peut pouvoir équiper de différentes options pour les amener à chaque fois vers des lieux plus personnalisés. Voilà, une autre direction aussi, et on sent vraiment cette demande aussi très forte, c'est l'équipement pour les scénographies évolutives et temporaires, où là aussi les musées nous disent on ne veut plus jeter nos vitrines et on veut à la fois avoir des scénographies très particulières pour chacune des expositions. Donc la réflexion sur les produits modulaires aussi, elle est très importante, de produits que l'on va pouvoir, comme ceux que vous voyez ici, avec la gamme Infinity, que l'on va pouvoir assembler entre eux, que l'on va pouvoir démonter, dans lesquels on va pouvoir mettre différentes options comme la vidéoprojection, comme des socles, etc., pour pouvoir là aussi se projeter dans le temps vers quelque chose d'évolutif, mais toujours très durable. C'est un produit d'ailleurs que l'on est en train d'interpréter dans sa version table, pour laquelle
laquelle on a beaucoup d'échanges aussi avec les musées et les utilisateurs pour avoir toujours leur feedback et qu'ils puissent nous donner leurs ressentis sur leur utilisation et ce que pourrait être un produit idéal pour eux. Voilà, donc quelques exemples de ces produits modulaires. Ici, au Quai Branly, avec la très belle exposition Kimono qui a lieu actuellement. Et puis, un musée qu'on a été très, très heureux également d'équiper, le Château des Ducs de Bretagne à Nantes, qui fait aussi appel à ces mêmes vitrines. Donc finalement, on voit qu'avec une même vitrine de base, on peut obtenir une muséographie, une scénographie tout à fait différentes. Des vitrines qui sont équipées aussi d'un flight case, de manière à pouvoir être transportées et stockées en toute sécurité. Voilà, j'étais partie dans mon flow. Oui. Albéric, je te laisse la parole. Ensuite, on a développé ce qu'on appelle les solutions. Ce sont une collection de vitrines. On appelle ça le best-of de projets qu'on a fait. Et on les a tous réunis dans une série de vitrines qui, pour nous, sont des vitrines qui représentent le savoir-faire de Mevarts en tant que compétence et en tant que coût. Ceci, c'est un exemple d'une solution qu'on a développée avec c'est un profilé avec une charnière, et donc il montre bien qu'on est occupé avec du R&D à tout niveau. Tu veux que je passe? Si c'est un exemple, à Winchester, le College Warden Stable Museum, qui utilise ce genre de solution standard, où on a, ensemble avec les architectes, bien réfléchi sur la standardisation de composants. Donc les vitrines murales ont été construites en des modules similaires, qui a fortement réduit le nombre de composants utilisés dans le projet. Ça, c'est un projet très récent. C'est à Washington, au Smithsonian. C'est la nouvelle galerie des Performing Arts. D'ailleurs, la guitare qu'on voit à notre partie gauche, c'est la guitare de Prince. C'est une chouette petite histoire. Mais à nouveau, c'est un exemple de collaboration avec le client final, les architectes, l'entrepreneur, pour trouver des solutions vraiment intelligentes pour aller plus vite, pour avoir moins de composants et de réduire les risques à tout niveau. Un élément important dans nos compétences, c'est le Design Assist. C'est donc vraiment un accompagnement raisonné avec les clients. Et c'est là où on va faire ce qu'on appelle en anglais du Technical Feasibility. Mais on va aussi les aider au niveau du pricing et au niveau de tout l'aspect exécution. Donc ça va du planning au risque, la gestion des risques pour essayer de réduire au maximum tous ces aspects. Ça, c'est un exemple d'un projet en cours. C'est le Edelman Fossil Park Museum à New Jersey. Et donc, c'est un projet où on est en cours de Design Assist. On voit ici des visuels, des vitrines qui vont être construites. Donc voilà, c'est important au niveau de la collaboration.
En parallèle des innovations très pointues comme des vitrines anoxiques, on a aussi une partie donc de R&D plus low-tech. Donc c'est une recherche de produits faiblement demandeurs en termes de consommation électrique ou complètement autonomes. Donc pour des nouvelles régions, par exemple les régions comme l'Afrique, ça peut être très important et qui demandent peu de maintenance. Des recherches alternatives à des solutions existantes qui restent parfois plus complexes et coûteuses. Si on a d'autres images. Je remonte là. Ceci, c'était un exemple on appelle ça une ventilation forcée. Et ça a été développé pour la cathédrale de Lille, où on avait un souci de régulation d'humidité. Et donc, on a développé cette petite module qui a été imprimée dans des ateliers avec une imprimante 3D. Donc, des technicités tout simples, mais qui ont un effet important sur la vitrine et sur les objets. Ah oui, j'avais changé. Attends. Hop. J'avais mis le loup, voilà. Un des projets en cours en ce moment, c'est une rénovation d'une vitrine Mevart qui a été construite en 1992. Et à ce moment-là, on a livré environ 150 vitrines pour le département égyptien au Louvre. Et on nous a demandé récemment de retravailler une vitrine et de changer les ouvrants et l'éclairage et les systèmes d'ouverture. Et cet exercice va servir comme exercice pour transformer toutes les vitrines dans le futur. Et donc, on est content de ce projet parce que on peut réutiliser environ 60% des composants de la vitrine, de la structure, de l'habillage métallique, de toute la structure de base, ce qui rend pour nous, qui veut dire que c'est quand même un projet qui est ou des vitrines qui sont très durables. Ok. Après, t'as lequel? Non, le Diva. Bonjour, donc moi je suis Marion Rivolier, je suis scénographe et pas architecte. Donc je travaille pour l'agence Les Crayons et on a depuis 2018 un certain nombre de projets au Bénin, en Afrique, notamment le musée de la mémoire et de l'esclavage dans le fort portugais que vous voyez ici, et puis un musée à Abomey, le musée des rois et reines du Dahomey, et aussi le futur musée international du vaudou à Porto Novo. On a donc commencé à travailler sur le fort portugais où il y a un bâtiment un musée permanent, un bâtiment d'exposition permanente et un petit bâtiment d'exposition temporaire. J'ai pas la télécommande. Donc ça, c'est le bâtiment d'exposition temporaire qu'on appelle la maison du gouverneur, et donc une petite maison dans laquelle il était prévu donc de faire une exposition qui était celle des 26 objets qui ont été restitués par la France au Bénin. Donc on a travaillé depuis 2020 sur ce projet dans la maison du gouverneur, en se disant comment est-ce qu'on va faire pour protéger ces œuvres qui viennent de France et donc qui ont des demandes de conservation préventive de type européen et occidentaux. Et puis comment on fait dans les conditions climatiques qui sont celles de Ouidah, au bord de l'océan, 85 à 90% d'hygrométrie et une température moyenne de 28 degrés à 30-32, sachant que ce bâtiment
est climatisé, mais de toute façon ne va pas descendre en dessous de 25 degrés et je crois qu'il nous donne 80 ou 85% d'hygrométrie. Et puis on s'est dit cette exposition ce sera une exposition temporaire de toute façon puisque les 26 œuvres restituées iront à Abomey à terme. Donc on s'est mis à réfléchir. On a au début, on s'était dit, on va faire des vitrines qu'on appelle frigo dans le jargon. C'est-à-dire, en fait, c'est des frigos. Donc, on a 10 frigos. Donc, ça prend, c'est un coût énergétique extraordinaire. Dans un endroit où il y a des coupures d'électricité au moins une fois par jour. Donc, c'est très compliqué de se dire qu'on va prendre autant d'électricité à des gens qui n'en ont pas en temps normal. Donc on a beaucoup réfléchi d'abord seul, nous dans notre équipe de travail, et puis avec d'autres scénographes, on a demandé qui utilisait ce genre de vitrine, etc. Et puis on a commencé à parler avec Méverte à ce sujet et on s'est dit qu'il fallait et on a aussi un peu parlé avec le Quai Branly évidemment puisque les objets venaient de là et on s'est dit que la vitrine frigo c'était vraiment la pire des options et qu'il fallait plutôt travailler sur une vitrine étanche qu'on allait réguler avec un matériau tampon, donc type gel de silice ou autre, et ensuite qu'on allait peut-être compenser peut-être les problèmes d'hygrométrie par 2 ou 3 mini-clims dans l'espace, parce que c'est un tout petit espace. Donc on est parti sur cette option. Puis il y avait aussi l'idée de ne pas faire des vitrines sur mesure, mais des vitrines modulaires qu'on allait pouvoir démonter et remonter et réutiliser dans d'autres expositions. Donc ça, c'était très important dans le projet. Et puis, il y a aussi une histoire de coût, puisqu'on ne l'a pas dit, mais une vitrine sur mesure et une vitrine modulaire qu'on assemble, c'est pas le même coût. On a donc commencé à travailler sur le modèle Infinity, qu'on agence par 2, 4 ou 6, et avec 1 ou 2 vitrines sur mesure pour des objets qui sont hors dimension. Donc ça, ce sont les vitrines de la maison du gouverneur. Donc, elles étaient donc dessinées, conçues en 2020-21. Et surprise, elles ont été utilisées non pas pour la maison du gouverneur, mais pour l'exposition donc inaugurale de réception des 26 œuvres au Palais de la Présidence à Cotonou. Donc heureusement qu'on avait travaillé sur ce concept de modularité et de, vitrines facilement montables, démontables, transportables, etc. Puisqu'au lieu d'arriver à Ouidah, elles sont arrivées à Cotonou en janvier 2022. Donc elles sont arrivées début janvier 2022 et elles ont été montées donc en 4 à 5 jours à Cotonou par les équipes de Méverte. Et donc on a pu concevoir une exposition en 4 mois grâce au fait qu'on ait travaillé pendant 1 an avant sur une autre exposition. Donc la dimension du Palais de la Présidence n'est pas du tout la même que celle de la maison du gouverneur, mais ça c'est la magie de la scéno, c'est qu'on arrive à faire des miracles avec les outils qu'on s'était créés en fait, qui sont ces vitrines et qui par chance étaient prêtes à partir dans le container et sur un bateau et qui sont arrivées juste à temps. Donc c'était aussi ça, c'est-à-dire utiliser, réfléchir longtemps, travailler longtemps, réfléchir longtemps sur la conception permet ensuite de s'adapter à toutes les situations. Je crois que j'ai une autre photo.
Ouais, donc on a les modulaires, les Infinity, mais moi on avait dessiné des vitrines sur mesure, des vitrines tables, parce que vos vitrines tables n'étaient pas encore au point. Et ça, c'est des vitrines qui sont en fait de taille raisonnable et qui permettent d'être transportées. Donc, l'exposition a eu lieu de février à août 2022 à Cotonou. Aujourd'hui, ces vitrines ont été démontées. Elles sont à Ouidah, mais on pense qu'elles ne vont toujours pas être utilisées à Ouidah et qu'elles seront plutôt utilisées à Abomey, hein, parce qu'on perd. Voilà, on se dit qu'elles ont déjà servi pour un système d'expo temporaire, donc elles vont probablement aller à Abomey. Donc moi j'ai perdu mes vitrines modulaires pour Ouidah, hein, mais et donc juste pour dire aussi par rapport à la facilité d'utilisation à la fois pour alors le montage, honnêtement nous on les a vus monter par les équipes de Mai Verte, c'est pas ultra facile. Donc les équipes sur place n'ont pas encore été formées pour le montage de ces vitrines, mais elles le seront prochainement. Par contre, après tout ce qui est ouverture, fermeture, mise en place des bacs de silicagel, etc., ça c'est très facile. Donc en effet, ensuite elles sont faciles d'utilisation et elles sont, je pense, assez facilement démontables puisqu'elles ont été démontées par d'autres équipes là pour le coup. Donc voilà, il y a aussi tout le système. On n'a pas parlé de l'éclairage, mais c'est aussi un système d'éclairage LED. Enfin, aujourd'hui, de toute façon, c'est la norme, hein, mais et surtout, c'est le même type d'éclairage, mais dont on peut régler je suis pas spécialiste en éclairage, mais l'intensité. Voilà. Et non, surtout on peut choisir la couleur. Oui, c'est possible. Voilà. Et donc, on peut aussi créer des choses assez fines avec un truc extrêmement basique et modulaire. Voilà. Et on travaille aussi donc sur le projet donc de l'expo permanente à Ouidah, où là on est parti sur du sur-mesure, mais du sur-mesure en série, je dirais. En fait, on a 10 vitrines, donc on était toujours sur l'histoire des frigos et tout ça, donc on les a laissés tomber. Et plutôt une régulation par matériaux tampons avec deux types de vitrines. La première qui sont des vitrines hautes, donc c'est 4 vitrines qui sont les mêmes. Donc ça permet de faire des mini-séries. Et ici, c'est des vitrines, il y en a 6 qui ont exactement le même dessin, le même système d'ouverture, le même système, voilà, la même technologie. Donc ce qui fait qu'on crée en fait des mini-séries qui font des économies à la fois de travail, mais aussi des typologies de verre, de serrurerie, etc. Et donc là, on a la série. Et donc, on est allé en effet les voir dans l'usine à Gand avant leur départ pour Ouidah. Elles sont pas encore parties, mais elles vont bientôt partir. Donc voilà, on voit en fait le système de série et le fait que là il y a une économie voilà de matériaux et de technologie dans ces systèmes-là. Donc nous à l'agence Les Crayons, mais enfin moi en tant que scénographe, depuis toujours, je travaille sur l'idée de travailler sur des panneaux, le panneau en entier, quand c'est des panneaux de médium, voilà, des panneaux de verre, etc., d'avoir le moins de chute possible, quand on a des expositions temporaires, de pouvoir réutiliser des choses qu'on a faites, de travailler sur les questions d'économie d'énergie. Donc là au Bénin, on a beaucoup travaillé avec les architectes pour qu'on ait un équilibre entre qu'est-ce qui est bon pour les mobiliers, pour les œuvres, et qu'est-ce qui va être bon aussi pour combien d'énergie on utilise. Aujourd'hui, nous, la bonne nouvelle, c'est que les musées européens et occidentaux se mettent à réfléchir à nouveau sur les normes de conservation préventive.
Les normes européennes sont en train de s'assouplir et de s'adapter à notamment en Afrique, à se dire peut-être qu'on est quand même un peu taré de partir sur du 20 degrés et du 60% d'hygrométrie, qu'il y a des œuvres, alors pas celles évidemment qui ont été restituées, qui elles ont passé 150 hivers à Paris, mais celles qui ont toujours vécu au Bénin par exemple, celles qu'on va exposer à Abomey, il y a aucune raison de les mettre à 20 degrés. Si on les met à 20 degrés, on les explose. Donc peut-être que là, ils sont en train de réfléchir justement à Abomey sur, on va peut-être être autour de 25 à 26 degrés, ou 27 degrés même, en température, de pouvoir éteindre la clim la nuit. Les vitrines, on l'a pas dit, mais elles sont étanches. Elles ont un taux d'étanchéité qui permet qu'elles restent à un niveau pendant au moins 24 à 48 heures. Le matériau tampon qui est à l'intérieur permet de garder une hygrométrie constante de 60, celle qu'on aura mise en place. Et tout ça fait que, en assouplissant des normes, si on est autour de 65% d'hygrométrie et de 26-27 degrés en température, on commence à être cohérent avec l'endroit dans lequel on est et on n'est pas on rentre pas nous-mêmes en tant que visiteurs dans un frigo et les œuvres elles-mêmes, elles sont pas dans des frigos. Et c'est peut-être ça aussi la nouvelle manière de penser le musée, c'est-à-dire que le musée européen, je pense il a peut-être un peu fait le tour de lui-même et que si on travaille ailleurs ou même si on pense de nouveaux musées en Europe, de penser à l'endroit où on est et de réinventer cette manière d'exposer et de conserver les œuvres, de les préserver, mais à l'endroit où elles sont. C'est-à-dire on les garde en sécurité, mais sans partir dans des délires absolus qui n'ont rien à voir avec l'endroit d'où elles viennent. Merci. On va passer aux questions. S'il y a un micro qui circule dans la salle ou... Non. Je vais passer le mien. Non, pas de questions. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que Elbéric, tu voudrais ajouter ou Non, je voulais vous remercier pour votre attention de notre présentation et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non. Okay. Merci en tout cas. Merci. Bonne journée.